Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue la série Les 5 langages de l'amour, d'après le livre de Gary Chapman, Au cœur des 5 langages de l'amour. Aujourd'hui, nous en sommes au deuxième langage, qui est les moments de qualité. Alors moi, c'est quelque chose que je connais bien, puisque c'est mon langage privilégié. L'idée, c'est d'être ensemble, dans un couple. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'intimité n'est pas égale à proximité. Proximité, c'est par exemple quand on est les deux dans une même pièce, mais qu'on n'est pas forcément connecté émotionnellement, alors que l'intimité requiert une grande attention d'une personne pour l'autre, et donc vice-versa. Je prends un exemple. Un parent joue avec son enfant au ballon. L'attention va être portée sur l'enfant. Un parent joue au ballon avec son enfant, mais a dans l'autre main son téléphone. Eh bien, l'attention va être vraiment réduite. Si je prends un exemple entre un homme et une femme qui sont en couple, jouer au tennis, eh bien, on ne va pas porter l'attention sur l'activité elle-même, l'idée étant de partager un moment ensemble. Le principal dans l'activité du tennis, ou bien n'importe laquelle, c'est au niveau émotionnel de partager quelque chose. On peut bien faire du golf ou autre chose. C'est pas l'activité qui est importante, c'est la relation entre les personnes qui font cette action. Alors, pareil que pour le premier langage, qui étaient les paroles valorisantes, il y a plusieurs variantes des moments de qualité. Tout d'abord, le dialogue de qualité. Qu'est-ce que c'est ? C'est un échange bienveillant où on partage ses expériences, ses pensées, ses émotions, ses désirs, et tout ça dans un contexte chaleureux. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre le dialogue de qualité et les paroles valorisantes ? Bonne question. Eh bien, lorsqu'on parle de dialogue de qualité, c'est ce que l'on va entendre. Et les paroles valorisantes, elles, vont se concentrer sur ce que l'on dit. Alors, pour certains, eh bien, ça peut être compliqué d'apprendre à écouter l'autre parce que c'est vraiment une langue étrangère. Alors, dans le livre, on trouve des conseils pour écouter la personne qui partage notre vie, mais ça peut aussi être applicable pour d'autres personnes qu'on aime, ses enfants, ses parents, ses amis. Donc c'est quoi ces conseils ? C'est maintenir un contact visuel. Ben oui, si je parle comme ça à l'autre, il ne sent pas vraiment qu'il est au cœur de mon attention. Ensuite, ne rien faire d'autre. Oui, si je parle à mon conjoint en regardant mon téléphone, en disant ouais, eh bien, on n'est pas du tout dans un dialogue de qualité. Ensuite, être attention aux émotions de l'autre. Je suis en train de lui dire quelque chose, comment ça parle à son corps, comment ça parle, est-ce que ça va chercher des expériences qu'il a déjà vécues, est-ce que c'est compliqué pour lui d'entendre ce que j'ai à lui dire. Observez aussi le langage du corps. Ah oui, si la personne qui est en face de moi me dit oui, ok, elle a dit oui, mais si elle me dit oui, eh bien là son corps n'est pas du tout d'accord sur ce qu'il est en train d'entendre. Et le plus compliqué, en tout cas pour moi, s'interdire de l'interrompre. On est dans l'écoute profonde de la personne qui est en face de nous. Alors le dialogue de qualité, ce que je viens de vous dire, écoute bienveillante, on écoute l'autre, mais ça va aussi chercher une autre partie et c'est compliqué pour certains et certaines à ce moment-là. C'est l'idée de se dévoiler. Souvent, on peut entendre, oui, en fait, j'aimerais bien que mon conjoint y parle, parce que je ne sais jamais en fait ce qu'il ressent. Et moi, c'est des phrases que je disais et que je dis encore à certains moments. Là, j'exprime réellement mon besoin d'intimité. Parce que quand une personne dit ça, pour qu'elle se sente aimée, la personne qui est en face d'elle, qui choisit d'être en face d'elle, eh bien, elle doit apprendre à s'ouvrir, apprendre à écouter, mais aussi apprendre à parler d'elle. Et ça peut être très, très compliqué. Cette personne qui a ce besoin d'intimité, eh bien, si la personne qui est en face d'elle ne s'ouvre jamais,
son réservoir émotionnel ne sera absolument jamais rempli. Comme je vous disais, hein, pour certains, c'est compliqué d'être au contact de ses émotions. Et en plus, c'est quelque chose qui est influencé par notre personnalité. Alors moi, j'ai beaucoup ri parce que Gary détecte, explique deux personnalités différentes qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. La première, il l'appelle la personnalité de la mère morte. Alors en Israël, on a le Jourdain. Non, la mer de Galilée, je ne suis pas très douée en géographie. La mer de Galilée qui s'écoule au sud par le fleuve Jourdain pour aller se jeter dans la mer morte. Et en fait, cette mer morte, comme son nom l'indique, elle ne va nulle part. Elle reçoit de l'eau. Par contre, elle n'en donne absolument pas. Là, on va être dans le cas de la personne qui a des expériences, qui a des émotions pendant une journée et qui va avoir un gros réservoir pour stocker toutes ces infos et qui ne parlera absolument pas pour faire ressortir ces infos de lui, ou ses émotions, ou n'importe quoi. Et de l'autre côté, on a l'inverse, et Gary l'appelle le ruisseau gazouillant, c'est-à-dire que tout ce qui passe par les yeux, les oreilles, va ressortir par sa bouche en moins de 60 secondes. Et moi, je suis plutôt comme ça. On parle de tout ce qu'on en voit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qui vient dans notre tête, et souvent le plus drôle, c'est que cette mer morte et ce ruisseau gazouillant vont se mettre en couple. Et au départ, ces deux personnes, elles s'accordent très très bien. Sauf qu'au bout d'un certain moment de la relation, eh ben, il y en a un qui va dire, il parle pas, et l'autre il va dire, ça serait cool qu'elle se taise. Je vous l'ai fait du côté féminin, masculin dans certains couples. Eh bien, c'est l'inverse. Mais vous savez quoi, ce qui est cool, c'est que notre personnalité, elles sont choisies, qu'elles ne nous influencent pas, elles ne nous influencent pas. Donc, une mer morte peut apprendre à parler et un ruisseau gazouillant peut apprendre à se taire. Alors, il y a une bonne manière d'adopter les nouvelles habitudes, c'est de décider de faire un choix, de choisir d'avoir un moment privilégié par jour. Ça peut être, par exemple, 3 choses qui nous sont arrivées dans la journée, dont on parle, et surtout on parle des réactions émotionnelles qui ont été suscitées par ce qu'on a vécu. Et en fait, ces habitudes à mettre en place, pour Gary, c'est vraiment le minimum requis pour avoir une relation saine. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas juste avec son conjoint, ça peut être aussi avec ses parents, ça peut aussi être avec ses enfants ou plein d'autres personnes qui sont chères à notre cœur. Et ensuite, ce qu'il dit, c'est que si on suit ce conseil, d'ici quelques semaines, quelques mois, eh bien, les dialogues de qualité seront devenus une norme, une habitude. Je vous parlais du dialogue de qualité, mais l'autre variante, c'est les activités de qualité. C'est tout ce qui intéresse au minimum une des deux personnes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au tennis. Ça va être la raison pour laquelle on joue en tennis et pas le fait de jouer au tennis. Et partager des moments ensemble, eh bien, qu'est-ce que ça peut susciter chez une personne? Ça peut susciter, il s'occupe de moi, il se soucie de moi, et j'apprécie vraiment. Et en plus, dans une attitude positive, parce que oui, on peut jouer au tennis dessus, puis se gueuler dessus, ou s'envoyer la raquette à travers la figure, c'est pas l'idée ici. Et en fait, c'est la forme d'amour la plus puissante pour les gens qui sont dans ce deuxième langage, qui sont les moments de qualité. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que tous ces moments de qualité qu'on passe ensemble, ça va créer une grosse banque de données, de souvenirs dont on pourra se rappeler plus tard en se disant « Ah, tu te rends compte, tu te rappelles quand on a fait ça, c'était vraiment génial ». Il y a des idées, je vous donne 2-3 idées, vous piocherez celles qui vous parlent, et puis ça se trouve, vous n'êtes pas du tout dans ce langage d'eux, puis votre conjoint ou votre conjointe ne l'est pas du tout non plus. Mais regardez, peut-être que sûrement vous avez des gens autour de vous que vous appréciez qui sont dans ce deuxième langage. Les idées, ça peut être une balade à deux, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, où il a grandi, pour pouvoir dialoguer là-dessus. Ça peut être faire une liste de 5 activités qu'on a envie de faire ensemble, ou une activité qu'une personne a envie de faire ensemble, que l'autre n'a pas spécialement envie de faire, mais ça pourrait être une belle découverte. Alors là, j'ai parlé de couple, j'ai parlé de 2 personnes, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est tout seul? Eh bien, quand on est tout seul, ce qui est cool, c'est que c'est langage. Si vous êtes tout seul avec votre langage, c'est les moments de qualité.
ben vous pouvez aussi faire une liste de ce qui vous fait du bien. Je vous souhaite une très très belle journée. À très vite.